don peut-il être fondamentalement désintéressé? Il n'existe pas de don gratuit. Le don engendre du lien social, crée des ressources relationnelles, du capital social qui est différent du capital économique. Le paradoxe est le suivant: le don dans les relations de travail est à la fois un circuit d'échange fondé sur le principe de générosité, mais aussi un moyen stratégique d'obtenir des avantages, donner et prendre. L'ambiguïté du don. L'homme oscille entre générosité et égoïsme, comme par exemple lors d'une relation conjugale entre le début et la fin de cette relation. La nature des interactions sociales entre les partenaires définit son caractère social. Autre exemple avec le mariage, la valeur des échanges ou leur signification peut faire l'objet de véritables explications sans qu'il n'y ait de marchandage explicite. Il existe tout de même des ambiguïtés lors des partages des tâches ménagères. Ces tâches représentent un coût, une activité, un travail, pas ou peu valorisé économiquement et socialement par le conjoint. La négociation est parfois difficile du fait des normes sociales, mais aussi du fait d'être perçu comme quelqu'un qui calcule sur ses petites tâches. Comme dit précédemment avec l'exemple du couple, avec le paradoxe suivant, on peut aisément considérer que celui qui critique l'inégalité de ce système d'échange fait preuve d'avarice, alors que ce comportement n'est que lors du manque de générosité de l'autre. Inégalité et capital social. Plus on a de richesses, plus on peut donner. A l'inverse, ceux qui ont peu donnent selon leurs moyens. Prenons l'exemple du patron et l'ouvrier. Lorsque le patron donne une augmentation, celui-ci va l'apercevoir comme un don généreux. Or, il ne pourra pas retourner à son patron un don de même valeur. Autre exemple avec le capitalisme. Quelqu'un qui dispose d'un gros capital aura déjà de gros intérêts. En revanche, quelqu'un qui dispose d'un capital plus faible devra s'investir davantage pour participer à la scène des échanges. Coopération et concurrence. Il existe autant de capacités égoïstes que de capacités altruistes dans les relations entre pairs. Il y a donc autant de capacités à entrer en concurrence que de capacités à coopérer. La coopération permet de disposer des moyens d'être compétent en obtenant des informations et du soutien. Entrer en concurrence permet d'être reconnu comme plus compétent que les autres. Concurrence et conflit. Parmi les dirigeants de grands groupes ou entre hommes politiques, on trouve le terme d'associés rivaux. La compétence de chacun est liée à sa capacité à échanger des informations et alliances avec d'autres. Les échanges permettent de maîtriser des domaines jusque-là ignorés. Ils apportent de la valeur. Les individus se trouvent donc associés, mais n'en demeurent pas moins rivaux puisqu'ils poursuivent des objectifs similaires et que les ressources sont trop rares pour donner satisfaction à chacun. Coopération et concurrence vont ainsi de pair. Paradoxalement, des individus peuvent être condamnés à vivre ensemble durablement et les interactions résultent d'une obligation. Les liens de collaboration permettent de travailler ensemble, les liens de conseil permettent de demander de l'aide ou de prêter main forte, et les liens d'amitié unissent ceux qui se rencontrent en dehors du travail. Ici, le conflit empêche tout échange et mise en commun des ressources, au contraire, chacun voudra affaiblir ou détruire l'autre. La coopération peut en revanche aller de pair avec la concurrence. C'est le moyen pour des individus égoïstes de vivre ensemble et la pérennité de cette structure relationnelle produit une forme bien particulière de rapport aux autres. La concurrence est une lutte indirecte, dans laquelle deux parties luttent parallèlement en vue d'un seul et même enjeu. Ce sont les moyens sociologiques tels que persuader, convaincre, suggérer, menacer qui permettent de faire son commerce avec l'autre. Le jeu sur l'affectif. La proximité amène les individus à se dévoiler sur le registre de la sympathie qu'ils se portent. Ces manifestations s'apparentent à la coopération, mais se fondent aussi sur les ressources de la concurrence. La concurrence permet de préserver un lien social coopératif sans pour autant empêcher les acteurs d'en tirer un avantage individuel. Mal utiliser cette énergie peut conduire à des situations de conflit. La trahison. On n'est jamais trahi que par les siens. Voyons ensemble pourquoi cette expression fait totalement sens. Commençons par les termes confiance et coopération. La confiance peut se substituer au terme contrat. Elle facilite les échanges et permet la circulation du capital social. On peut distinguer la confiance calculée, résultant d'un choix opportuniste, de la confiance fondée sur la connaissance, en prévoyant le comportement de l'autre et en anticipant les événements, et de la confiance interpersonnelle, reposant sur l'existence de normes et de valeurs communes. La confiance suppose la réciprocité. La sincérité n'étant jamais certaine ou durable, la confiance qui permet la coopération doit reposer sur une série de normes, celles-ci pouvant s'apparenter au secret. Passons maintenant à la trahison et la coopération. Toute activité collective se trouve habitée par une série de calculs égoïstes qui participent à la trahison et qui rompent un lien fondé sur la loyauté et la confiance. Elle peut consister à révéler un secret, à se défaire d'un engagement, ou encore à prendre une forme critique en passant du nous au eux.
Le traître fait donc toujours partie des initiés, mais il porte atteinte aux attentes mutuelles des membres et brise les règles implicites de la communauté. La position hiérarchique atténue tout de même ce comportement jusqu'à le considérer comme normal. La trahison par des collègues est tout autre. Elle touche aux relations amicales, elle déçoit et réduit brutalement la relation à sa fonction d'utilité. Puissance et simulacre. Le goût du pouvoir. Comme expliqué précédemment, on peut trahir par goût d'atteindre des objectifs égoïstes, mais aussi par goût d'exercer le pouvoir. Le pouvoir représente à coup sûr le moyen d'exercer une influence sur les autres et d'afficher sa puissance. En analyse stratégique, le pouvoir informel permet aux acteurs d'atteindre des objectifs qui leur sont propres et qui sont indépendants de ceux que leur fixe le pouvoir hiérarchique. Les acteurs développent de très subtiles stratégies de pouvoir dans lesquelles chacun tend à manipuler l'autre pour parvenir à ses fins. Cette perspective tendrait à s'essouffler avec une tendance donnée au capital social. Les réseaux de relations permettent de mener des actions de manière efficace en mobilisant des ressources différentes de celles qui sont offertes par les structures hiérarchiques institutionnelles. Il s'agit principalement d'échanges informels d'informations, d'alliances stratégiques et de soutien mutuel. Ce sont des réseaux basés sur la confiance dans l'engagement réciproque et la capacité à participer à l'action collective. Le pouvoir peut être exercé de manière ostentatoire, pour le prestige, la puissance, les avantages et privilèges ou la reconnaissance que l'on en tire. Le pouvoir est à lui-même sa propre fin et non un moyen d'obtenir autre chose. Cela n'a rien de très rationnel d'un point de vue stratégique et fait dépenser une énergie folle. L'investissement est infiniment plus lourd que les bénéfices qu'on en tire. Les relations de pouvoir peuvent, pour un directeur responsable, être vues comme le moyen d'affirmer sa puissance et l'issue des négociations comme le moyen d'être reconnu comme puissant. Le pouvoir, la force et la richesse seraient ainsi consommés au profit de la puissance, ou plutôt de sa reconnaissance. Être puissant et faire le généreux. Prenons ici l'exemple du potlatch. Certaines tribus brûlent, brisent ou jettent des richesses pour montrer leur force, leur désintéressement et leur supériorité en rabaissant les rivaux. Ces formes d'exercice de la puissance peuvent amener à la lutte entre hommes, à la haine ou plus ordinairement à l'orgueil et à la fierté. L'exercice de la puissance, via le don, peut représenter le moyen de dominer l'autre, d'acheter son âme ou de le manipuler. Montrer son pouvoir avec la logique de puissance risque de le consumer, tandis que le cacher peut permettre de le protéger et donc de le conserver. Parlons maintenant du principe du gentil généreux. Ce dernier va transmettre beaucoup de symbolique et d'affectif, mais peu d'informations et de connaissances. Il est convivial et cultive l'aspect social, les liens avantageux pour lui, mais en réalité, il agit stratégiquement et maximise ses propres investissements. Il n'appréciera aucun conflit et ne viendra pas en aide à ses collègues. Il peut dominer les plus faibles et son image d'individu généreux s'approprie l'esprit de décision et de courage. Il a donc peu d'ennemis et beaucoup lui sont redevables. Les raisons de donner et de prendre. C'est le désir de l'amour-propre, de l'amour de soi qui obéit à sa propre logique. La vanité gouverne l'homme plus que le bien-être et le plaisir. Même si les fins que l'individu poursuit sont désavantageuses, voire ruineuses, bien plus que la recherche de son intérêt, l'amour-propre peut donc conduire un individu à agir. On renonce plus facilement à son intérêt qu'à son goût, écrit La Rochefoucauld. Les actions désintéressées n'ont d'autre finalité que de satisfaire l'orgueil et l'amour-propre. Les individus agissent pour rester en accord avec eux-mêmes, pour préserver l'identité qui les structure et leur donne sens, au détriment de leur confort et des avantages tirés de la soumission et même au risque de leur vie. Être animé par un sentiment de bienveillance, par une volonté de s'adonner à la bonne cause indépendamment des bénéfices ou des inconvénients qu'elle représente, est une hypothèse qui souvent permet de s'engager dans la coopération. Mais l'autre peut adopter des comportements intéressés, égoïstes ou encore manipulateurs. Et la coopération ne cesse pas pour autant, parce que les individus ont besoin des avantages qu'elle procure en matière de compétences, de relations, de réputation ou de reconnaissance. A l'inverse, l'intérêt, le calcul et la stratégie ne mobilisent pas la totalité des acteurs, ni surtout la totalité d'un acteur, au moins parce que la recherche de la gloire suppose de savoir donner, flamber ou être généreux, et toujours parce que, pour coopérer, il faut savoir entretenir les liens qui nous unissent aux autres. Un geste, donner ou prendre, repose sur la nature des interactions qui associent les partenaires. S'engager dans un lien social représente toujours un pari, et y demeurer est le résultat d'une expérience perçue comme parfaitement, globalement ou bien suffisamment positive.